Bonjour à tous, donc je m'appelle Anne-Laure Gading-Castel, je suis avocate de la tech, de la data, digital et de l'IA. J'ai été anciennement directrice juridique dans le groupe Safran, sur, la division téléphonie mobile. Donc j'ai travaillé, sur les contrats commerciaux, contrats de fabrication, des licences, de brevets, de logiciels, de marques. Donc je travaille aussi dans la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter, la nouvelle réglementation sur, l'intelligence artificielle, qui est la première. Là, maintenant, vous devez voir mon écran. La première législation au monde qui vient réglementer l'intelligence artificielle. Alors jusqu'à présent, les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle s'opposaient, vraiment, fermement à toute réglementation et je lisais hier dans la presse que Donald Trump, finalement, commence à considérer que la réglementation est importante, pour protéger, les entreprises, les États, au vu des performances des nouveaux outils de Claude, notamment. Donc cette réglementation, elle est, née dans l'Union européenne. Elle a été adoptée, fin 2024. Elle est rentrée en vigueur fin 2024 et elle rentre progressivement en application depuis, février 2025. Alors, je vais essayer de faire court, sur la réglementation parce qu'elle est très technique, très complexe. Je vais vous donner juste les grandes lignes. L'objectif, c'est en fait que vous ayez une vue d'ensemble de la réglementation, puis de vous parler des risques qui ont été identifiés et des minimums de précautions à prendre pour éviter, de tomber dans, le risque ou le sinistre. Donc cette réglementation, elle s'appelle l'IA Act, réglementation applicable à l'intelligence artificielle. Elle est, européenne. Elle est en fait, elle rentre en application à partir de février 2025 et elle est fondée sur, 7 principes, qui sont les principes fondateurs d'une IA éthique et responsable. Le premier principe, c'est l'autonomie et le contrôle humain. En fait, un système d'intelligence artificielle, a une capacité d'inférence. La capacité d'inférence, c'est une capacité, en fait, avec des données entrantes qui seront collectées, par exemple, via des capteurs ou, enfin, des données, toutes données d'entraînement, de, de générer des contenus de manière autonome, de se corriger. Donc, c'est ça la capacité d'inférence. Et donc, elle va créer 4 types de contenus: les probabilités, les recommandations, les contenus texte, audio, vidéo, images, et cetera. Donc les contenus, ce qu'on appelle le contenu généré, et puis des décisions. Et donc, au vu de cette autonomie, l'Union européenne a considéré qu'un des principes, les plus importants pour contrôler l'intelligence artificielle, c'était le contrôle humain, tout simplement. Donc l'humain reste au centre des systèmes d'intelligence artificielle, que ce soit d'ailleurs des systèmes qui soient utilisés dans le domaine privé, les entreprises, mais aussi dans le domaine public. Le deuxième grand principe, c'est le bien-être sociétal et environnemental. En fait, on s'est aperçu, le MIT a identifié des centaines de risques, hein, pour la société et l'humain, et l'environnement, 700, plus de 700 risques. Et donc, le principe fondamental, c'est le bien-être sociétal et environnemental, c'est-à-dire que, toute, la réglementation a pour objectif de protéger l'humain et la planète. D'ailleurs, on sait que, une journée de requête sur ChatGPT, c'est l'équivalent mondial de 2,5 milliards de requêtes par jour. Et donc, la consommation en électricité, ça équivaut faire fonctionner, les data centers, c'est l'équivalent de la consommation de 280, je crois, foyers quotidiennement. Et en eau, c'est 13 000 foyers pour refroidir un data center. Donc c'est gigantesque. Donc ça, c'est vraiment, ce qu'ils appellent sustainability, c'est, j'ai plus la traduction, mais c'est la durabilité. Voilà, la durabilité, donc c'est un enjeu majeur pour la protection de l'environnement, la planète et l'humain. Troisième grand principe, la transparence et la contestation. Transparence, on doit savoir que les contenus générés par IA ont été, générés et que ce ne sont pas des contenus qui ont été faits par humain, pour éviter,
le comment dirais-je? La tromperie, la duperie, qui est très important en matière d'élection notamment. Et ça, je vous en reparlerai plus tard. Et puis faculté de contestation. Je vous disais que, les systèmes d'intelligence artificielle généraient des décisions. Par exemple, je sais pas, une amende, ce genre de choses, quand vous êtes sur la route. Eh bien, on doit avoir une possibilité de contester la décision d'une IA. Ça s'appelle le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée, et ça va devenir de plus en plus important dans le contexte actuel où, quand on fait une réclamation, on se retrouve face à un chatbot. Donc, pouvoir demander l'intervention d'un humain, pouvoir faire valoir ses droits, pouvoir argumenter, pouvoir contester. Ça, c'est un droit absolument fondamental. 4e principe fondamental, la protection de la vie privée et des données. On sait que les systèmes d'intelligence artificielle multiplient les atteintes à la vie privée et les atteintes aux données. Je vous expliquerai ça aussi un petit peu tout à l'heure. Données, confidentielles, données personnelles. Donc, l'enjeu de la réglementation, c'est de protéger, la vie privée, comme le RGPD et les données. Et puis on a justice et équité, ça c'est plus dans la sphère publique. Je vais pas développer ce point-là. Robustesse technique et sécurité, eh bien les IA génératives et les systèmes d'intelligence artificielle multiplient aussi les risques en matière de cyber. Donc la cybersécurité, elle est vitale, hein, dans ce domaine-là. Donc les normes sont renforcées, les normes de cybersécurité sont renforcées dans la réglementation, et la robustesse technique, c'est-à-dire qu'un système d'intelligence artificielle doit avoir, des données entrantes, enfin doit pas tomber, je veux dire, à chaque cyberattaque. Mais c'est surtout que, la robustesse technique aussi prévoit une gouvernance des données, pour que la qualité des données entrantes soit, au rendez-vous, parce que la qualité des données, c'est vraiment l'or du système d'intelligence artificielle, et donc du coup, c'est le prérequis. Donc, qualité des données entrantes égale qualité des données sortantes. Les Américains disent: «Garbage in, garbage out», c'est-à-dire données entrantes mauvaise égale mauvaise sortie. Donc, la robustesse technique comprend aussi la qualité des données entrantes. Enfin, la responsabilité. Je consacrerai quelques minutes pour vous parler de la responsabilité. Qui est responsable en cas de sinistre? Voilà, en tout cas, cette réglementation, elle vient, faire un point sur tous ces sujets-là. Alors ça, c'est le slide le plus important. Dans cette réglementation, en fait, il y a des IA qui sont considérées comme très dangereuses et inacceptables et qu'on ne veut pas sur le sol européen, et d'autres qui sont à risque absolument minimal. Et donc c'est, vous êtes, petites et moyennes entreprises, heu, donc je ne vais pas vous parler, forcément, des IA au risque, enfin je vais juste en parler assez brièvement, mais bon, pour vous dire ce qui est regroupé dans cette catégorie. Mais vous serez plus concernés par ce qu'on appelle le risque en matière de transparence. Alors, si je reprends les 4, IA, vous avez 4 systèmes d'intelligence artificielle, vous avez le risque minimal, c'est tous les systèmes d'intelligence artificielle qui sont embarqués dans, les chatbots, enfin pas les chatbots, pardon, les jeux vidéo, les filtres anti-spam, et donc c'est d'une majorité des systèmes d'intelligence artificielle utilisés, dans l'Union européenne ou même, mondiale. Et donc du coup, c'est il y a il ne présente pas de risque. À partir du moment où il ne présente pas de risque, enfin à l'heure actuelle, il n'y a pas de réglementation spécifique par rapport à ces systèmes d'intelligence artificielle. Ils sont, il n'y a pas non plus de sanctions, hein, si les développeurs ne respectent pas exactement, des normes. Il y a juste des codes de conduite. Donc ça, c'est le risque minimal, mais là, vous êtes pas a fortiori concernés. Ensuite, tout en haut de la pyramide, on a les risques inacceptables, ceux qu'on ne veut pas voir arriver, dans l'Union européenne, mais qui sont déjà utilisés dans d'autres pays du monde, comme la notation sociale qui est utilisée en Chine, par exemple, voilà, pour noter les individus en fonction de ce qu'ils auraient fait, pas fait, ce qu'ils auraient, s'ils payent leurs impôts, pas payer leurs impôts, s'ils ont des dettes, s'ils traversent en dehors de clous. Donc tout ça, non, ça on n'en veut pas dans l'Union européenne. On a d'autres, on a, l'identification biométrique par les services répressifs sur les lieux publics, c'est la reconnaissance faciale en temps réel, et ça, c'est interdit dans l'Union européenne, sauf cas spécifiques. Il y a vraiment des cas spécifiques où
peut autoriser ce type de reconnaissance faciale comme la recherche, des personnes disparues ou les risques d'attentats terroristes. On a les exploitations des vulnérabilités, donc tout ce qui est deepfake, donc utiliser effectivement l'image d'une personne connue ou non connue, mais réelle, dans un contexte faux. Voilà, la police prédictive et la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail, interdit, ou dans les établissements d'enseignement, interdit aussi, c'est dans l'éducation nationale. Hem, donc ça, c'est des IA, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais il y en a 8 au total. C'est des IA qui sont totalement interdites dans l'Union européenne, qu'elles soient Hem, développées dans l'Union européenne, donc ça c'est interdit de les développer, mais aussi celles qui seraient développées hors Union européenne. La police prédictive aussi, par exemple, qui est utilisée aux États-Unis. Voilà, donc nous, on est dans les blocs du milieu, c'est-à-dire les IA haut risque et les risques en matière, de transparence. Alors si vous êtes des PME, petites et moyennes entreprises, vous serez plus concernés par les risques en matière de transparence, c'est-à-dire tout ce qui est contenu généré par intelligence artificielle, les grands LLM, Gemini, Claude, comment dirais-je? ChatGPT et cetera, donc les grands LLM, vous serez concernés par, en fait, ce bloc-là, cette obligation-là. Alors qu'est-ce que ça dit, en fait? Quand un contenu est généré par intelligence artificielle, il faut le marquer comme généré par intelligence artificielle. C'est au titre de l'obligation de transparence. C'est-à-dire que, des photos, des vidéos qui auront été exclusivement générées par IA devront être tatouées numériquement comme étant générées. Alors ça, c'est les fournisseurs, hein, heu, qui vont apporter ce type de marquage qui sera enregistré sur l'image, par exemple. D'ailleurs, vous avez vu, Gemini, commence à alors je sais pas, Gemini, j'avais vu, il y avait un petit CR à une époque où il y a un losange qui est en fait une identification pour dire que c'est généré par IA et que ce n'est pas du réel. Voilà, c'est pour informer le public, en fait. Donc ça, c'est les photos, les vidéos, les montages, les designs, mais il y a aussi, en matière de texte, quand un livrable, fait dans une entreprise a été généré par IA, il faut effectivement mettre une information pour dire que ça a été généré avec l'aide de l'IA, pour avertir, public, enfin son public, son lecteur, qu'il peut y avoir potentiellement des biais, des erreurs ou des hallucinations. Alors il y a des exceptions pour ça, c'est-à-dire si vraiment, il y a eu un contrôle humain, une rédaction, hem, revue intégralement par un humain, on n'est pas obligé de mettre que ça a été, généré par IA, et s'il assume je dirais la responsabilité éditoriale, du document. Donc ça, c'était les risques en matière de transparence. Donc voilà, dedans, c'est les contenus générés par intelligence artificielle, mais c'est aussi les chatbots. Donc quand vous avez affaire à un chatbot, que vous faites une réclamation, par exemple, sur le site d'Orange ou une réclamation sur le site de n'importe quel opérateur et que vous avez comment dirais-je? Un chatbot qui vous répond, eh bien, on doit être informé que qu'on discute avec un robot, tout simplement. Donc ça va se mettre en place assez rapidement, hein, le risque en matière de transparence. Déjà vous pouvez en bénéficier, hein, en tant qu'utilisateur, hein, par exemple d'un chatbot, hein, en tant que client, mais en tant que professionnel, vous serez aussi, amené à, exécuter cette obligation de transparence pour dire que les contenus que vous diffusez, que ce soit sur vos réseaux sociaux, les images, donc, sont rédigées ou pardon, sont générées par intelligence artificielle. Donc il y a la norme C2PA, je crois, ou oui, C2PA qui est en train de se mettre en place. C'est un tatouage numérique. Et alors, les plus réglementés par cette loi IA Act, c'est, ce qu'on appelle comment dirais-je? Les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Alors là, en fait, c'est haut risque. Il y a 2 catégories, il y a les produits ou les cas d'utilisation. Donc en fait, les produits qui intègrent dans leur système, l'intelligence artificielle, soit, parce que c'est, un outil de sécurité, ou autre,
Alors on a des exemples, hein. Dispositifs médicaux, jouets, véhicules, ça peut être les avions, les ascenseurs, et cetera, tout ce qui est transport. Mais tout produit intégrant, l'intelligence artificielle doit, en fait, répondre à ces nouvelles normes, qui sont en fait des normes AFNOR, des normes de sécurité. Voilà, donc ça c'est c'est des obligations, supplémentaires pour, les fabricants et tant mieux pour, je dirais les consommateurs, parce que, bah, notre sécurité est prise en compte, dans cette nouvelle norme et en fait, les systèmes d'intelligence artificielle devront répondre à certaines obligations de sécurité. Voilà, donc si vous êtes fabricant et bien, voilà, vous devez vous mettre, aux normes. C'est une réglementation produit. Les délais pour se mettre aux normes sont au début, c'était 2027, maintenant c'est 2028, donc il y a du temps. C'est généralement les chefs de produits, les directeurs R&D, hein, des entreprises qui sont en charge de ça. Voilà, donc ça et puis il va y avoir de plus en plus de référentiels qui seront mis à disposition des professionnels pour intégrer ces normes. Et ensuite, on a les cas d'utilisation. Alors, on a toute la sphère publique sur laquelle je ne vais pas passer beaucoup de temps. Hem, Tout ce qui est administration de la justice, processus démocratique, élections, tout ce qui est contrôle aux frontières, application de la loi, police aussi, accès aux services publics, ça peut être la sécurité sociale, la CAF, et cetera. Il y a, bien le renouvellement, de son titre de séjour ou de sa carte d'identité et cetera. Les systèmes d'intelligence artificielle sont intégrés dans la sphère publique de façon, de plus en plus massive et donc du coup, ça peut faire encourir des risques pour nos droits et libertés à nous, administrés et à ce titre, l'État, doit, impérativement, se mettre aux normes pour que nos droits et libertés soient préservés et notamment le droit à contestation, par exemple. Et puis on a toute la sphère qui serait, privée, des cas d'utilisation, donc les biométriques qui sont autorisés, hein, donc là pareil, une réglementation plus stricte. Les infrastructures critiques, gaz, électricité, eau, nucléaire, hem, hem, les tout ce qui est, transport routier et cetera, enfin infrastructures routières. Les services essentiels comme la banque, l'assurance aussi. On a aussi tout ce qui est éducation, donc ça c'est le public, hein, éducation nationale et formation professionnelle et gestion de l'emploi, gestion des travailleurs et emploi. Donc les systèmes d'intelligence artificielle qui embarquent, enfin qui ont vocation à gérer par exemple le recrutement des salariés, la gestion, de leurs, performances, leur augmentation et cetera, sont soumises à des normes beaucoup plus strictes. Voilà et alors pourquoi est-ce que c'est réglementé? Bah, tout simplement parce que, les systèmes d'intelligence artificielle font encourir des risques, que ce soit, pour les personnes privées ou pour les entreprises, des risques, même pour l'État, hein. On a bien vu, la cybersécurité actuellement, est un enjeu, par exemple, les vous avez peut-être entendu parler de tous nos pièces d'identité sur la NTS qui avaient été hackées, donc il y a des risques, en termes de cybersécurité, mais pas que. Donc l'IA, c'est des risques, alors la DGSI, c'est, la sécurité économique. Donc ils ont sorti une publication en décembre dernier, le Flash 117, qui parlait des risques pour les entreprises notamment, enfin en milieu professionnel. Donc en milieu professionnel, les risques, c'est les biais, les erreurs, les hallucinations. Vous connaissez certainement, vous avez déjà essayé, ChatGPT, Claude, toutes les IA génératives. Vous vous êtes, amusé dessus peut-être, à poser des questions et bah, le système, vous répond, il doit toujours vous proposer une réponse et dans beaucoup de cas, enfin, certains cas, il y a des biais, des erreurs et des hallucinations. Les hallucinations, c'est des inventions totales du système. Alors là, j'ai un exemple à vous donner, par exemple, pour les avocats.
les jurisprudences inventées par, les systèmes d'intelligence artificielle pour soutenir un dossier, hem, cour d'appel de Douai, 12 avril 1980, qui dirait que telle situation et telle situation, sont autorisées et en fait, jurisprudence qui n'existe pas. Donc nous, on connaît ça, chez les juristes et les avocats, les hallucinations, et ça existe dans beaucoup de domaines. Donc un système d'intelligence artificielle, quand vous lui posez une question, peut halluciner. D'où l'importance de vérifier les sources, de croiser, d'aller faire valider, ailleurs sur d'autres sources aussi. Donc il peut y avoir aussi de nombreuses erreurs, hein, c'est pas que des hallucinations, c'est pas qu'une invention, les erreurs, hein, elles sont aussi nombreuses, donc encore une fois, regardez bien les sources. Et puis les biais, alors là, les exemples de biais, c'est, les biais de genre, par exemple. Il y avait un cas très connu, Amazon, je crois que c'était en 2017, son système d'intelligence artificielle pour le recrutement avait été entraîné avec des CV masculins et le système avait donc, appris à écarter les CV féminins parce qu'il y avait majoritairement des travailleurs masculins chez Amazon et donc du coup, il y avait un biais qui était intégré dans le système d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un biais. Il peut y avoir de multiples biais. Imaginez ce que ça donne dans la sphère publique, pour l'égalité des droits. Donc ça, c'est un des, comment dirais-je? Un des risques, biais, erreurs, hallucinations. Donc il peut y avoir évidemment, des erreurs dans les rapports qui vont être rédigés par intelligence artificielle dans les entreprises, et qui vont être transmis, en interne ou à l'extérieur, aux clients et ça, c'est très dangereux pour la crédibilité des entreprises. Les violations de données et fuite de données confidentielles. Alors les violations de données, donc ça peut être des données personnelles, des données sensibles, des données médicales, hein, qui font partie des données sensibles, hem, des fuites de données confidentielles, stratégiques, innovantes. Parce qu'en fait, en interne et ça a été, un des, un des cris d'alarme le plus important depuis, plusieurs mois, des pouvoirs publics, en fait, c'est que ce que vous mettez sur ChatGPT, ou Claude ou toute IA, je cite souvent les mêmes parce que c'est celles que j'ai, beaucoup vues, qui sont, des sites publics, hein, et en fait, vos données servent de données d'entraînement. Donc, si vous téléchargez, un bulletin de salaire, un document confidentiel d'une entreprise, juste pour le mettre en forme, document stratégique, un contrat confidentiel, eh bien, toutes ces données peuvent être réutilisées par le système et en fait, les données peuvent ressortir, pour, toute autre personne qui va, utiliser ou, faire des prompts, poser des questions au système. Hem et donc du coup, c'est une fuite de données des entreprises. Données qui peuvent être stratégiques et couverts par la confidentialité, notamment les contrats. Donc ça, c'est vraiment, quelque chose qui a, été vraiment très très significatif les dernières années et pour lesquelles les petites sociétés, les PME, ne sont absolument pas préparées parce qu'elles utilisent en interne, souvent même en shadow IA, les collaborateurs pour accélérer, leur travail, vont mettre la liste des clients, sur une IA générative. Donc le système absorbe et il y a aucune confidentialité. D'ailleurs, c'est écrit, hein, dans la politique de confidentialité d'OpenIA que toutes données téléchargées peuvent être réutilisées. Ensuite, les autres risques, c'est, bah, l'absence de transparence, hein. Bah, donc pour l'instant, effectivement, il n'y avait pas encore, d'obligation de transparence et donc du coup, il y a des livrables qui sont, encore une fois, des rapports qui sont faits en interne ou en externe, qui sont envoyés à des clients, qui sont faits par IA exclusivement, sans contrôle humain et donc qui contiennent des erreurs, et donc on ne sait pas qu'il y a des erreurs et du coup, comme on fait, confiance à son prestataire, son conseil par exemple, qui n'aurait pas relu, le document et bien, les erreurs, ne sont pas détectables ou en tout cas elles passent inaperçues parce qu'on n'a pas dit que c'était, généré avec de l'IA. Et là, moi, j'ai un exemple, hein, de quelqu'un qui m'a transmis un rapport et qui s'était trompé sur mon nom, donc qui avait inventé d'ailleurs, le système avait inventé une avocate, qui avait les mêmes initiales que moi, mais qui n'était pas moi et qui n'existait pas, parce que j'ai vérifié et donc c'était une erreur et la personne n'ayant pas relu à ce moment-là, eh bien, vous voyez, si ce rapport avait été,
pour une autre, utilité, eh bien, ça contenait vraiment une erreur, importante. Donc absence de transparence, risque de cybersécurité, bon l'IA, démultiplie les risques, hein, ça je vous en ai déjà parlé. Et puis on a aussi l'atteinte aux droits d'auteur, c'est-à-dire que, tout ce qui est généré par IA, hem, en fait, c'est venu scraper, hein, sur, les bases de données, des bases de données, publiques, hein, pendant des années, pour, l'entraînement des IA. Donc c'est pour ça que vous avez des films, des vidéos, des images hyper réalistes, des graphiques, des, des photos très réalistes et cetera. Il y avait ce qu'on appelle l'exception de fouille de base de données, l'exception de fouille, de base de données autorisée par l'Union européenne. C'est-à-dire, en gros, les systèmes d'intelligence artificielle, les LLM pouvaient aller scraper tout ce qu'ils voulaient sur le web, sans l'accord des auteurs, comment dirais-je? Ni des auteurs, ni des artistes, et cetera. Donc de ceux qui avaient des droits d'auteur. Mais pour autant, ils se sont entraînés très bien, ils font des sorties, enfin ils génèrent des choses hyper réalistes, mais ceux qui vont les réutiliser, donc les utilisateurs professionnels, bah, eux, ils peuvent être à risque de commettre une contrefaçon. Parce que si ça reprend une image qui est protégée par droit d'auteur, l'utilisateur, qui n'aura pas, demandé l'accord de l'auteur pourrait être, inquiété au titre des droits antérieurs. Donc je sais que je vais très, très vite, j'ai très peu de temps pour parler, mais voilà les risques qui ont été identifiés. Alors maintenant, pour finir, les responsabilités, j'ai 3 slides, hein, pour parler des responsabilités. Donc le responsable, en fait, c'est le gardien de la chose. C'est celui qui utilise, à titre professionnel, le système d'intelligence artificielle. Il est responsable du sinistre, donc du sinistre généré, que ce soit effectivement, contrefaçon, donc ça, c'est ce dont je vous parlais, mais aussi, que ce soit comment dirais-je? Des erreurs, des biais et cetera, qu'il y ait une fuite de données, voilà, une fuite de données de ses clients. Donc c'est la personne morale, ça peut être personne morale ou personne physique, mais personne morale, c'est le gardien de la chose. Il est responsable de plein droit pour les dommages causés par l'outil qu'il aura mis à disposition de ses salariés, ça peut être ses collaborateurs, hein, ça peut être aussi dans les administrations, donc de ses fonctionnaires, hem ou qu'il aura toléré, ou qu'il aura toléré. C'est-à-dire et là on pense au shadow IA, c'est-à-dire l'IA utilisée par les collaborateurs, sans que l'outil soit validé en interne. Voilà, donc c'est le gardien de la chose, c'est la personne morale sous laquelle qui met à disposition ou qui aura toléré dans son activité, des outils non validés. Alors pour une entreprise ou une administration qui met pas en place des chartes en interne, qui cadrent pas et qui forment pas ses salariés à l'usage responsable de l'IA, eh ben, ce sera considéré comme une faute organisationnelle. Donc ce sera la responsabilité d'un employeur, hein, vis-à-vis de pour l'usage fautif par un salarié, par exemple. Mais le salarié, utilisateur, je dirais final, ne sera pas pour autant, complètement, hors de cause. Parce que même si c'est l'employeur qui va payer physiquement les dégâts, hein, qui va payer les pots cassés, si je puis dire, eh bien, le salarié pourra quand même être, inquiété pour l'usage, fautif de l'IA. Par exemple, s'il a divulgué des données, stratégiques, personnelles, innovantes. D'ailleurs, je voudrais faire un point sur les données d'innovation parce que, quand on met des données innovantes, sur un système d'intelligence artificielle, un LLM, elles sont plus innovantes. Elles deviennent de l'état de l'art. Elles sont divulguées parce qu'elles peuvent être réutilisées. Donc après, elles sont plus protégeables par brevet. Il y a plus d'innovation. Donc ça vraiment, vraiment j'insiste là-dessus, hein. On peut complètement perdre son avantage compétitif, son avantage innovant en mettant sur l'intelligence artificielle sans le protéger. Je pense aux thèses, hein, notamment. Donc le salarié peut être inquiété aussi pour les erreurs, hein, dans l'exécution de ses tâches.
Parce que lui, il a un contrat de travail qui dit qu'il il est tenu par la confidentialité, la loyauté, exécuter convenablement ses tâches et donc du coup, à ce titre, s'il commet un usage fautif, de l'intelligence artificielle, il pourra être licencié pour faute grave, sanctionné à titre disciplinaire et licencié, voilà, licencié pour faute. Alors je sais que je suis un peu au-delà de là, c'est mon dernier slide. Donc du coup, l'usage responsable de l'IA, c'est quoi dans les organisations, que ce soit des organisations publiques ou privées, hein? C'est une gouvernance des données. Donc ça, c'est très très réglementé, par l'IA Act, une gouvernance, dans les grandes entreprises, bien sûr, mais donc avec une qualité de données et cetera, parce qu'il y a des systèmes qui sont beaucoup plus importants, et utilisés dans le recrutement et dans la fabrication des produits, donc gouvernance des données. L'humain, l'humain aux manettes, l'humain au contrôle, relire, ne pas croire, les réponses de l'IA de manière automatique, parce qu'en fait, nous souffrons tous de quelque chose qui s'appelle, le biais cognitif, le biais d'automatisation, pardon. C'est un biais cognitif qui en fait, comment dirais-je? Permet en fait, laisse entendre à l'utilisateur que l'IA aurait forcément la bonne réponse. Ça s'appelle biais d'automatisation. Comme si la réponse de l'IA était forcément bonne, alors qu'elle ne fonctionne que par probabilité. Donc vous imaginez par exemple un médecin qui va croire sur parole ce que dit ChatGPT sans aller consulter, je dirais, sa propre connaissance interne, sa propre expertise, c'est dangereux. Donc vraiment l'humain, avec ses connaissances, son expérience, qui contrôle ce que génère l'IA, c'est vital. Et puis les technologies alors, on parle beaucoup des technologies souveraines, c'est-à-dire évidemment les outils souverains, hein, on sait que tout ce qui est, Claude ou ChatGPT, bah, c'est hébergé hors Union européenne, notamment aux États-Unis, hein, et je ne parle pas des autres IA qui sont hébergées aussi ailleurs, mais on en a une en France qui s'appelle Mistral. Et puis, ce qu'on appelle aussi les outils en local, pour permettre la ségrégation des données, c'est-à-dire la protection des données et ne pas permettre à l'outil, c'est-à-dire quand on prend par exemple des offres pro, qu'il n'y ait pas d'entraînement, hem, sur les comment dirais-je? Sur les données que vous allez télécharger sur des outils. Alors les offres pro, elles organisent pas forcément la ségrégation des données, il faut regarder les conditions générales d'utilisation. Hem, je pense que je vous ai dit énormément de choses là en 30 minutes. Je prépare moi pour 2027 une formation qui s'appelle la boîte à outils de l'IA responsable pour les entreprises, pour qu'elles aient en quelques enfin les bons réflexes, pour valider ou, corriger en tout cas ce que génère l'IA. Donc voilà, donc ça s'appellera la boîte à outils de l'IA responsable et ce sera en 2027. Je ne vous ai pas parlé des sanctions les non-conformités qui sont très lourdes quand même, 4 à 7 du chiffre d'affaires mondial. C'est la même logique que le RGPD, hein, bien c'est proportionnel au chiffre d'affaires. Évidemment, pour les petites sociétés et toutes les TPE, PME, start-up, les sanctions ne sont pas du tout de cet ordre-là. Mais par contre, on peut être sanctionné, les entreprises peuvent être sanctionnées au titre de la violation des données personnelles, c'est le RGPD, ou bien de sinistres autres comme la contrefaçon. Donc, ce sont des sanctions civiles, hein, des dommages et intérêts. Voilà, tout en fonction du sinistre. Oui, j'ai vu qu'une main se levait. Je vous laisse me poser votre question, Sandy. Très bien. Bonjour à tous, merci pour cette présentation intéressante. Moi, c'est Sandy Giustiniani, je suis directrice innovation chez Orange et Oui, je suis actuellement sollicitée par un maire qui souhaite également voir comment, l'IA peuvent l'aider dans l'éducation nationale et je voulais avoir un peu, plus un focus, sur, car j'ai vu, vous avez évoqué à l'époque, à un moment donné l'éducation nationale, mais c'était oui. pas en détail. Je voulais voir les précautions ou les choses à mettre à faire ou pas faire. Alors effectivement, dans l'éducation nationale et la formation professionnelle, on est dans la catégorie des IA à haut risque. Donc dans les IA à haut risque, en fait, c'est les IA les plus réglementées dans, l'IA Act, réglementation applicable à l'IA et donc du coup,
ça nécessite en fait un certain nombre de requirements, enfin d'obligations comme marquage CE, tout ce qui est enregistrement sur les bases de données de l'Union européenne, gouvernance des données, donc pour que les données entrantes et données sortantes, enfin qualité des données entrantes, donc nettoyage des données. C'est aussi, le contrôle humain, hein, toujours au cœur, de ces requirements. C'est, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Il y a aussi la cybersécurité. En fait, c'est un peu toutes les alors il y a des référentiels, hein. Il y a le SIGREF qui donne, des référentiels, hein, pour les IA à haut risque avec, je dirais, il faut cocher un certain nombre de requirements et dedans c'est très technique, hein, c'est vraiment de la réglementation produit et dedans il y a, me semble-t-il, des obligations par rapport, au contrôle de sécurité de ces systèmes d'intelligence artificielle avant la mise sur le marché, pendant la mise sur le marché et après, la mise sur le marché. Donc avec des alertes, notamment. Avec des alertes s'il y a des biais, des erreurs, des hallucinations. Donc ces systèmes d'intelligence artificielle, ils ont effectivement, il y a toute une conformité, il y a un process de conformité. Alors, bon, c'est plus des ingénieurs, hein, qui travaillent dans ce domaine-là, c'est pas vraiment les enfin moi, avocat, je j'ai pas vocation à travailler complètement dedans, mais il y a effectivement, il y a ça et puis, donc la cyber, voilà et c'est alors je sais qu'Orange est bien outillé déjà, vous avez en interne beaucoup de gens, qui, sont, très au fait, en fait, de la réglementation IA parce que en novembre dernier, j'ai fait une intervention pour la French Tech, à Lannion avec, quelqu'un qui était en charge de l'innovation, alors de l'innovation chez Orange. Donc, je sais que vous avez des chartes notamment, en interne, que vous devez signer pour respecter, les obligations. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Sandy? Oui, oui, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je peux peut-être poursuivre s'il y a pas d'autres questions? Ouais, oui, oui, vas-y. Donc oui Sandy par rapport à je crois que c'est une réglementation 2042, il y a vous savez, il y a ISO, les normes ISO, 2042, il y a des certifications qui se mettent en place. C'est très technique, et là, moi j'ai préparé en fait, je vais former des data scientists, sur, justement les obligations, de l'IA Act et en fait, on met en place des process de contrôle humain, des doubles vérifications par plusieurs humains, des contenus générés par l'intelligence artificielle, hem, des double checks en fait, et des procédures en fait de contrôle à plusieurs niveaux, hiérarchiques. Donc ça, c'est très, très important. On a aussi tout l'enjeu des qualités des données et de nettoyage des données. Parce que la qualité de la donnée, encore une fois, c'est l'or, c'est le graal des systèmes d'intelligence artificielle, hein. Ils ont d'ailleurs, les données d'entraînement, elles sont très, très importantes et donc le nettoyage des données. Hem, je sais pas quoi vous dire d'autre par rapport à ces obligations, mais disons qu'il faut effectivement vous allez pouvoir trouver notamment sur le site du SIGREF, tous les référentiels qui permettent déjà d'être, beaucoup plus, comment dirais-je? Renseigner sur ce qu'il faut faire et les délais surtout. Heu les délais ont été reportés. Initialement, tous les déployeurs il y a en fait, il y a alors je vais revenir sur une notion qui s'appelle, les fournisseurs, les déployeurs de systèmes d'intelligence artificielle, donc les fournisseurs. Ceux qui fournissent un système d'intelligence artificielle, qui sont ceux qui ont le plus d'obligations, par rapport à l'IA Act et notamment le marquage CE, en fait, ne montrer patte blanche, hein, marquage CE, certification, enregistrement sur les bases de données, surtout dans ces domaines à haut risque, hein, produits ou cas d'utilisation à haut risque et hem et donc on a les utilisateurs qu'on appelle les déployeurs de systèmes d'intelligence artificielle et là,
c'est tout utilisateur, que ce soit dans la sphère publique ou privée, qui utilise à titre professionnel et on est dans les déployeurs et les déployeurs, donc c'est toutes les entreprises, hein, Orange est un déployeur, ça, doit être peut-être fournisseur, mais aussi déployeur et donc les obligations du déployeur, le déployeur, c'est déjà, bah, de cadrer, hein, l'utilisation en interne du système d'intelligence artificielle, de le cadrer par des chartes d'utilisation, heu de former son personnel. Et donc former le personnel, c'est ce qu'on appelle, la formation du personnel, c'est, la littératie, c'est l'article 4 de l'IA Act, c'est-à-dire qu'on doit former les collaborateurs en interne, pour qu'ils utilisent, les systèmes d'intelligence artificielle de manière responsable. Alors, ça veut dire quoi cette formation? Elle a plusieurs niveaux. Il y a d'abord comment dirais-je? Les former à l'utilisation du système, c'est-à-dire l'utilisation, pratique du système, c'est comment ça fonctionne et cetera. Mais aussi les former, les informer des biais, des erreurs et des hallucinations, c'est-à-dire les limites du système et des responsabilités possibles. Donc, en fait, on doit, former, mais aussi former au risque et à éviter le risque. Et donc ça, c'est toute une culture, je dirais, du risque qu'il faut avoir, à l'esprit, parce que c'est des passes en danger, et d'ailleurs, c'est pour ça que, et je remets sur, le slide suivant. C'est pour ça qu'on a identifié tout un tas de risques, dans les utilisations des 3 dernières années, et donc les collaborateurs en interne doivent être informés de ces risques potentiels parce que tout simplement, ils sont exposés, ils sont exposés. Hem il y a, les systèmes d'intelligence artificielle mettent en place ce qu'on appelle la traçabilité. C'est la traçabilité, c'est la faculté de journaliser, de retrouver en fait l'auteur d'un prompt, et donc celui qui aurait par exemple fait fuiter des données confidentielles, personnelles, stratégiques, on peut toujours savoir qui c'est. Il est identifié parce qu'il a un compte, parce qu'il a un numéro et cetera en entreprise et donc du coup on sait d'où vient la fuite, on peut savoir en tout cas, c'est ce que préparent les data scientists, qui doivent fournir des systèmes d'intelligence artificielle auditables. Ils doivent, impérativement fournir un système qui permet la traçabilité. Donc on aura en plus la preuve, de celui qui a commis le sinistre. Et donc les mises en cause de responsabilité pourront être faites et les assurances se serviront d'ailleurs de cette traçabilité et pour, pour dire si d'ailleurs elle couvre le sinistre d'une entreprise qui n'aura pas mis en place la charte et la formation de ses collaborateurs. Donc voilà, j'essaie d'alerter un peu sur ces notions-là, en de lors d'interventions assez courtes. Ça fait beaucoup d'informations, je le sais, mais n'hésitez pas à me dire si vous ce que vous en pensez, si vous avez des remarques et des questions complémentaires. Je vous écoute, vous avez le micro. Non, personne? Je dois être trop claire, ou alors ça fait peur, je sais pas. Ah bah, j'ai donné beaucoup Ouais, d'informations, j'essaye alors je c'est peut-être trop d'informations? non, je pense pas, je pense que c'est très complet. Après, c'est vrai que c'est dense. Oui, Après la bonne nouvelle, c'est que du coup le café PEI est enregistré, donc il sera, revisible sur la chaîne YouTube CY Transfer, sur la playlist dédiée. Donc voilà, vous pouvez revenir sur les notions et Anne-Laure nous a donné l'autorisation de diffuser le support. Du coup, toutes les personnes, qui sont inscrites, ou connectées, recevront le support. Du coup, si vous n'êtes pas inscrit par le lien d'inscription, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, pour que je puisse bien vous rajouter au mail. Voilà, je vois qu'il y a une question finalement qui a été il y a une main qui s'est levée. Non, ah non, ah, pas de main qui s'est levée, mais bon, oui. sachez Ah si, qu'effectivement voilà, ouais, je bah, vous écoute. mmh. Une question concernant la charte IA. Est-ce que les Oui. entreprises l'adoptent en tant que déclaration d'intention ou est-ce elle promeut effectivement des usages autorisés et interdits? Alors tout dépend du type d'entreprise effectivement.
Pour l'instant, les petites entreprises, les PME, il y en a pas beaucoup, hein, qui ont, ce type de document et c'est en train de se mettre en place dans les grandes entreprises. Alors dans certaines, pour l'instant, enfin jusqu'à l'année dernière, c'était juste des intentions, effectivement, vous avez raison, des intentions d'usage. Mais maintenant, il y a des chartes qui sont pratico-pratiques avec des cas d'usage autorisés, des cas d'usage à risque qui nécessitent une double validation humaine, par exemple, pour la prise de décision, dans les domaines, financiers, domaines, juridiques, par exemple. Voilà, donc votre question est très pertinente parce qu'on voit de plus en plus de chartes qui sont vraiment, extrêmement pragmatiques et qui donnent effectivement de plus en plus de conseils, je dirais, pratiques aux collaborateurs sur to do ou not to do, à faire ou à ne pas faire, les zones, les no-go zones. Voilà et ça, c'est très bien. Mais c'est pour l'instant, c'est dans des grandes entreprises et c'est pas encore retombé, je dirais l'information n'est pas encore retombée, sur les PME. Il y aura des outils qui seront mis en place, par les autorités de contrôle. Alors pour l'instant, l'autorité de contrôle au niveau de l'Union européenne, c'est l'IA Office. Ils vont mettre en place des outils, des bacs à sable réglementaires notamment, hein, pour tester pour les fournisseurs, de systèmes d'intelligence artificielle qui vont fournir, des systèmes, mais aussi, de la documentation, pour les, PME, les startups, pour, leur permettre de se mettre en conformité ou d'adopter, des chartes, d'usage. Donc ce sera des documents certainement en anglais, qui vous seront après en français. Donc on va trouver de la documentation et des conseils pratiques. Voilà et voilà, c'est en train de se mettre en place. Moi, j'ai récupéré des connaissances, qui me viennent, justement de ces grandes entreprises, pour construire des outils avec, des comment dirais-je? Une boîte à outils pratico-pratiques, pour les entreprises, pour leur permettre d'avoir des collaborateurs avertis, sur les risques, mais pas seulement, hein, d'avoir des outils, notamment issus des neurosciences, pour qu'ils en fait, soient, en mesure de se corriger, ou d'identifier les erreurs. Identifier les erreurs, c'est pas évident d'identifier des erreurs dans les contenus générés par IA. Est-ce Est-ce que que ça donc répond il y à a votre d'autres questions? question? Merci, Ah, c'était très clair. Merci. il reste 5 minutes, alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Oui, parce que je sais pas comment je vais combler, à part les délais de mise en conformité qui sont en voie d'être rallongés par une directive européenne qui s'appelle Omnibus. Au début, tous les déployeurs devaient être en conformité, le 2 août 2026, mais cette, directive qui doit être, transcrite dans le droit français a vocation à rallonger les délais de mise en conformité de 16 mois, donc ce serait, 2 décembre 2027. Donc on a plus de temps pour se mettre en conformité. Ceci dit, vous avez compris que c'était pas qu'une question de conformité, mais de sinistres qui peuvent être, actuellement, heu, comment dirais-je? Engendrés, par exemple, par la fuite de données, vous voyez? La fuite de données, stratégiques, confidentielles, tout ça. Qu'on soit ou pas en conformité, si on le fait dès maintenant, en téléchargeant, encore une fois, des contrats, des choses très confidentielles. Ah oui, d'ailleurs, ah bah, tiens, ça, il faut que je vous le dise. Hem, Anonymiser. Vous téléchargez sur une IA générative, un document pour le mettre en forme, pour, comprendre ce qu'il dit et cetera. Anonymiser. Ne mettez rien avec aucun nom, que ce soit d'une personne publique, une personne physique, une personne morale, aucun nom, aucun chiffre, tout anonymiser et minimiser le nombre de données que vous allez mettre sur, une IAG. C'est vraiment vital pour éviter la fuite de données personnelles, et confidentielles. Enfin, ne mettez pas vos données, personnelles, médicales, oui, je vous écoute, je vous Et écoute. ce conseil vaut également pour, les IAG qui sont, stockées localement? Par exemple, toutes les IAG, payantes pro comme, Génial de Lefebvre Dalloz?
Alors là, vous pouvez pas génial de le faire Dalloz, c'est super, mais vous pouvez pas télécharger, à ma connaissance, un document, dessus. Je crois que si. En tout Ah cas, bon? ils ont développé, il me semble. Parce que moi J'approuve. je l'ai cette, génial et j'ai pas, vous pouvez télécharger un contrat? Pas encore, testé, mais dans la présentation que j'ai eue, on pouvait OK. jusqu'à des 150 pages de documents. Ah bah, écoutez, là, vous m'apprenez quelque chose, je vous en remercie. Alors, là, j'ai pas complètement la réponse. Il faut regarder sur les CGU de chaque outil utilisé. Si alors, c'est pas forcément en local, hein. Une offre pro, ça peut être hébergé à l'international aussi, hein. Donc il faut regarder pour chaque, offre, vous pouvez avoir des offres pro, des offres, d'outils stockés en local et cetera. Là, il faut regarder chaque CGU. Précisément à chaque fois, où c'est stocké, où c'est hébergé, si ça sert de données d'entraînement ou si ça sert pas. Moi, j'ai lu quelques CGU, en plus, elles sont pas tout à fait actuelles, mais j'en ai lu quelques-unes et en fait, bah, c'est complètement différent d'un outil à l'autre, hein. Chaque, outil a sa spécificité. Vous êtes juriste, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Bah, j'ai lu récemment, les CGU de Ordali, hein, qui donc c'est hébergé, c'est pas hébergé en local, mais par contre, c'est hébergé Union européenne, par exemple, vous voyez? Et donc ils organisent la ségrégation des données. C'est-à-dire que la donnée dans le système ne soit pas utilisée par un concurrent ou un autre système. Donc effectivement, le il faut regarder au cas par cas, chaque outil, chaque offre, ce qu'elle propose et c'est des offres différentes et bien distinguer 2 choses, l'hébergement des données qui peut être soit, effectivement en local ou, dans un data center, et l'outil lui-même quoi. C'est l'outil lui-même, le SIA, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il réutilise? Est-ce qu'il réutilise pas? J'ai, aussi sur Claude, sur ChatGPT, on peut décocher, la fonction dans les paramètres utiliser, j'autorise en fait, on autorise Claude ou ChatGPT ou tout IA par défaut, on les autorise à utiliser nos données téléchargées, pour entraîner les systèmes d'intelligence artificielle. Hem et en fait, on les autorise par défaut. Donc vous pouvez décocher cette fonction. Bon, les pouvoirs publics sont pas complètement sûrs que le système d'intelligence artificielle ne va pas quand même utiliser, vos données, mais en tout cas, par précaution, décochez si vous avez ce qu'on appelle un compte gratuit, sur ces IA. Ah voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il reste 2 minutes. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin, ou Non, une alors, info clé que tu veux écoutez, absolument. j'enverrai quand même mon lien pour si vous voulez me faire un avis Google, sur, la Oui, présentation. Voilà, parce que j'ai très envie de transmettre, dans les années à venir, mes connaissances, mon expérience par rapport au système d'intelligence artificielle et notamment au contrôle humain, donc de former les entreprises, et en fait, par rapport au contrôle humain parce que je suis très sensible au fait que, le contrôle humain, en fait, ne prenne pas enfin, puisse empêcher les systèmes d'intelligence artificielle de prendre le contrôle de nos vies, hein, et de nos entreprises, hein. On parle d'entreprise, mais on parle aussi de contrôle de nos vies. Et donc du coup, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur énormément et j'ai beaucoup de plaisir à transmettre mes connaissances, mon expertise, et notamment, mes connaissances en matière d'éthique. Voilà, donc OK. n'hésitez pas. Oui, bah, n'hésite pas à m'envoyer le lien, même par mail, si tu veux, je le rajouterai dans le mail Oui, que je vais envoyer avec le lien. Bah, écoute, un grand merci, pour cette présentation effectivement dense, qui fait un peu peur quand même, hein, on faut le dire. c'est pas ce que je Mais bon, veux, mais bon, oui, oui, mais j'ai en même temps, essayé voilà, j'en ai mis beaucoup, je pouvais en dire moins, mais j'en ai mis beaucoup, dans les 30 minutes, j'en ai mis beaucoup effectivement pour non, mais que vous c'est vrai soyez que alertés, ça informés. voilà, ça permet d'avoir quand même un grand panorama, de voilà, là où il faut faire attention, ce qu'on engage aussi en termes de responsabilité, sur ces Bien sûr, actions-là et comment on engage l'entreprise, des fois à notre insu finalement.
Mmh. Du coup, bah, voilà, bon, en tout cas, on est très heureux, de pouvoir t'avoir donné la parole sur ce sujet-là. Merci. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup à tous les participants. Donc comme je vous le disais, si vous n'êtes pas inscrit via le lien Eventbrite, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, par mail pour que je puisse bien vous, intégrer quand je vais envoyer la présentation d'Anne-Laure, et puis le lien vers le podcast. Et puis on vous dit, rendez-vous pour le prochain, qui aura lieu du coup, en juin et qui sera sur, la présentation des masterclass Startez. Voilà. Donc, merci à tous, bon appétit et puis à bientôt Anne-Laure alors. Merci. Au Merci revoir, à vous. Au revoir. au revoir.